ton chat qui me lèche les genoux. Ouais, mais alors là, tu vas la voir pendant C'est très bizarre. Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit: T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Bonjour et bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et chaque semaine je retrouve ma bande de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actu ciné. Ensemble on se penche sur la sortie du moment, que ce soit en salle, sur les plateformes de streaming ou en DVD et Blu-ray. Aujourd'hui avec moi, j'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut. Julien. Salut. Et Stéphane. Salut Clémence. Derrière sa console, vous l'entendez rarement, mais c'est grâce à lui que nos voix suaves atteignent vos délicates oreilles. Bonsoir Alain. Salut. Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. Cette semaine, direction les États-Unis, plus précisément à Empire, une ville du Nevada frappée de plein fouet par la crise économique de 2008. On y découvre Fern, une femme d'une soixantaine d'années qui a tout perdu, son travail, sa maison, son mari. Fern a vendu le peu qui lui restait et s'est acheté une camionnette. De petits boulots en travail saisonnier, elle va voyager à travers l'Ouest américain et découvrir la vie de nomade des temps modernes. Nomadland, c'est le 3e film de la réalisatrice Chloé Zhao, mais c'est d'abord un livre de Jessica Bruder, paru en 2017. Elle y dresse le portrait d'Américains nomades dans leur propre pays. Tout comme Fern, ils ont perdu leur maison et leur travail, et leur van devient leur ultime point d'ancrage à la société. À l'origine du film, il y a Peter Spears et Frances McDormand, qui incarnent aussi Fern à l'écran. Le duo achète les droits du livre en 2017 et approche Chloé Zhao après avoir vu son film précédent The Rider. Le tournage se déroule sur 4 mois, à l'été 2018, et l'équipe vit elle-même dans des camping-cars pendant toute cette période. À noter que de nombreux nomades de la vie réelle apparaissent d'ailleurs dans le film. Lion d'or à Venise, lauréat des Golden Globes et des BAFTA, 3 Oscars au compteur. Nomadland croule sous les récompenses depuis l'année dernière, mais est-ce que ce drame décroche aussi les félicitations de notre jury de chroniqueurs à la dent dure ? Allez, je vous écoute. Si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi ? Alors moi je vais dire striptease. Emprunté. C'est un adjectif. Mais ça marche, passe, c'est un mot quand même. Aussi, emprunté. iPhone. iPhone, ouais. iPhone, ok. Je m'expliquerai. Très bien. Striptease. Tu es obligé de faire du placement de produits comme ça. Là. C'est parce qu'il est sponsorisé. Tu pouvais pas dire smartphone. Smartphone, mais iPhone, voilà, iPhone, bon bref. Striptease emprunté iPhone. Bien, c'est parti. Alors c'est vrai que pour ce film, on s'attaque à un registre auquel on n'est pas forcément habitué dans Sale Temps pour un film. Le drame à Oscar. La brouette à Oscar, c'est quoi? Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Tu vois, t'aurais pu dire brouette comme mot, t'étais pas inspiré. J'aurais pu dire brouette à Oscar, mais je pense pas que le film, ça, comme truc, hein. Je pense pas que le film il soit forcément pensé et calibré pour recevoir des Oscars automatiquement. Que ce soit une bête de festival, ça c'est possible parce qu'on en voit passer pas mal et tout. Hein. Mais en fait, c'est plus... oui, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de traiter ça. Ça a été un grand sujet de débat entre Julien et moi, d'ailleurs, à un moment donné. Parce que je lâche tout, ça y est. Je lâche tout, Julien, c'est fini. Non, mais c'est important. Moi, je m'en parlais de ça, justement. Et en fait, on est tombé d'accord sur un truc. C'est-à-dire que c'est un film qui sort au cinéma. Non, mais moi, je suis tombé d'accord. Il est en train de refaire l'histoire, ça s'est pas passé comme ça. C'est moi qui ai gagné. Je suis tombé d'accord avec moi-même. Et non, mais en fait, le truc, tout simplement, c'est une nana qui va faire un Marvel. Donc globalement Chloé Zhao, donc en fait voilà, elle a eu l'Oscar et c'est le film qui sort ce mercredi et on essaye, ça fait 6 mois qu'on range notre frein à traiter des trucs de plateforme, donc on essaye de valoriser ce qui sort en salle, on va dire, et voilà, c'est vrai que c'est pas et puis quelque part je pense que notre façon de voir éventuellement le cinéma,
c'est pas plus mal de l'appliquer aussi à ce genre de film à un moment donné. Voilà, c'est-à-dire quand tu enlèves l'artifice du cinéma de genre, quand tu enlèves l'artifice de tous ces trucs-là, c'est-à-dire que tu vas voir ce film-là parce que ça raconte une histoire de vengeance, une histoire de bidule, une histoire de machin, qu'est-ce qui reste en fait comme cinéma d'intéressant à comment dire là en l'occurrence critiquer plus qu'encenser quoi. Et c'est ça qui moi m'intéresse dans un film comme ça. Le problème en fait c'est que je trouve que il y a un détachement par rapport à ce que le film raconte qui est assez étrange parce que ça fonctionne comme une chronique. Ça fonctionne comme un film, en gros, c'est l'histoire, c'est 1 an de la vie de ce personnage, quoi, qui vit un deuil, en fait, qui a perdu son mari, et qui se lance dans un mode de vie, en fait, qui sort un petit peu des cadres de la société, donc ça peut être intéressant, à suivre. Mais le problème, c'est que dans la façon dont c'est fait, à mon sens, il y a une première problématique qui est une problématique de porte d'entrée, c'est-à-dire que, en gros, cette Amérique-là, c'est-à-dire l'Amérique des pauvres, l'Amérique des gens qui sont qui peuvent être considérés comme des asociaux ou ce genre de choses, même si c'est démontré d'une autre manière en fait dans le film. Je pense que c'est bien de la traiter en soi, mais par contre, il faut peut-être aller au bout des choses. C'est-à-dire que par exemple, moi, montrer que la nana elle bosse chez Amazon et ne pas à tout point critiquer le truc. Enfin, juste au moins pointer du doigt que ça fait aussi partie du problème en fait qu'elle vit au quotidien. Je trouve ça ça me fait halluciner. C'est le premier petit boulot qu'elle fait dans le film. En fait, elle y revient d'ailleurs. Elle va emballer des cartons chez Amazon. J'ai l'impression que c'est vraiment tourné chez Amazon, non? Je pense que c'est la raison pour laquelle c'est ça. Voilà, je pense que c'est ça en fait, parce que ça a l'air d'être tourné sur place et du coup, je pense que c'était peut-être difficile d'avoir un point de vue critique s'il le tournait. Enfin, il y avait peut-être un deal entre eux, je sais pas. Mais je pense que c'est pas son objectif, de toute façon, de critiquer Amazon. Alors ni Amazon ni rien d'autre, parce que fondamentalement, il y a cet appel de pied à Marvel, donc à un moment donné où elle passe devant un cinéma, il y a Avengers qui passe en salle à ce moment-là, puisque ça se passe à cette époque-là, le premier Avengers, et donc elle se retrouve à faire un film Marvel. Donc voilà, il y a tout un espèce de truc où tu te dis, bon, bah, si tu parles pas en fait si tu fais du cinéma entre guillemets vérité, que en gros tu fais une chronique où tu déréalises entre guillemets ce qui se passe, c'est-à-dire que vraiment dans l'écriture il n'y a pas de, il y a tel perso qu'elle rencontre qui est mourante, bon voilà, à la fin du film ça revient, mais c'est tout en fait. Il y a pas de c'est littéralement il y a pas d'écriture en fait, ce que j'appellerais moi de l'écriture presque du suspense, j'ai envie de dire, ou de l'attachement en fait. C'est-à-dire il y a pas d'écriture comme ça, c'est la volonté, c'est de faire une chronique qui est déréalisée. Bah, si tu critiques pas un petit peu le monde dans lequel tu vis, si tu le remets pas un petit peu en perspective, je trouve que c'est un peu c'est une bonne manière de te mettre à côté. Alors il y a cette espèce de volonté de faire quelque chose à nu, littéralement, parce que en fait on la montre, c'est quasiment le début du film, on la montre en train de faire pipi dans les champs ou aller aux toilettes. Mais c'est de la chronique du quotidien. Aller aux toilettes, avoir une grosse chiasse. Ouais, faut dire les choses comme mais en fait, elle a une grosse chiasse, mais. Et puis c'est pas des toilettes, c'est un seau. Exactement. Parce qu'il y a tout un cours sur quel seau choisir et quelle taille de seau choisir. Et tous ces moments de vie comme ça, en fait, si tu veux, qui participent du quotidien, bah, moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'en fait, on nous présente ça de manière beaucoup plus. Je crois que le terme que Julien a utilisé est emprunté, beaucoup moins emprunté justement, c'est-à-dire vraiment en fait qu'on nous présente des trucs alors qu'il explique pas du tout son iPhone. Non mais tu laisses ça passer toi Clément Specté, qu'est-ce qui se passe ici? Pas là la dernière fois parce qu'on se vole, la dernière fois j'ai volé le mot de Marie, alors s'il te plaît quoi. Mais en fait si tu veux le truc c'est que ça c'est le premier problème, et donc le deuxième problème pour expliquer mon mot qui est iPhone, c'est cette idée que on est pour le coup vraiment dans deux valeurs de mise en scène en fait si tu veux dans le truc, c'est à dire que bon le gag moi ça me fait beaucoup rire mais c'est Kevin Feige qui est là qui dit mais elle est incroyable comme réalisatrice, elle filme des vrais décors, tu vois, ce que je trouvais absolument, c'est la seule déclaration que j'ai trouvée du mec sur la réalisatrice pour Eternals, c'est pas encore sorti, donc bon forcément voilà, il y en aura d'autres, j'espère pour lui j'espère qu'il a d'autres trucs à dire quoi, mais en fait ça m'a fait marrer parce que je me suis dit oui certes elle filme des vrais décors, tu vois, mais en fait la façon dont elle les filme, puisque c'est tout ce qui lui resterait pour moi en fait dans ce film-là, c'est justement d'avoir un espèce de truc où tu voyages avec la nana, tu vois. En gros, c'est des longues focales sur son visage où elle est jamais vraiment mise en perspective dans ce décor-là, puisque forcément le derrière est écrasé, quoi, la profondeur de champ, ou alors en fait une vraie profondeur de champ qui existe quand il y a littéralement aucun personnage dans le champ.
Et du coup, en fait, alors j'exagère évidemment qu'il y a des moments où il y a par exemple, il y a un moment donné où elle visite un arbre à la fin, un arbre gigantesque, en fait, où voilà, bah là, ils peuvent pas faire autrement parce que, en gros, s'ils voulaient vraiment avoir la perspective, il fallait forcément faire une focale plus courte, ce qui, du coup, t'inscrit un petit peu le personnage dans le décor, mais c'est exactement ce qui manque pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, que 95% du film, bah, c'est comme si c'était shooté à l'iPhone, quoi. C'est-à-dire avec les 2 valeurs de plan, les 2 valeurs de focale, et en fait, si tu veux, en gros, démerde-toi avec ça. Et c'est de l'esthétique actuelle. C'est-à-dire vraiment, on peut pas faire plus, comment dire, je sais pas comment dire, plus typique des années 2020. Ouais, puis 2015-2020 quoi, mais emprunté, voilà, mais surtout en fait, c'est pas seulement ça, c'est-à-dire qu'en fait, on peut pas faire plus moins impliquant quelque part finalement. C'est-à-dire que la seule chose effectivement qui la distingue de la façon du tout venant, on va dire, du cinéma actuel, c'est qu'elle filme effectivement des vrais décors. Si on part par là, tu vois, mais elle est pas la seule dans le cinéma indépendant, elle est pas la seule dans tous ces trucs-là. Donc bon, globalement, comme elle ne met pas vraiment ça en avant, à la fin, moi, il me reste que je suis vraiment, je suis sur endormi. le bas-côté, quoi. Je suis sur le bas-côté, je suis pas dans le voyage, quoi. Je suis pas dans le voyage qui est proposé, quoi. Ça t'a pas embarqué. Blague, là, ça rigole pas. Bref. Non, mais c'est pas drôle comme film, tu vois. Si c'était drôle en moi, tu vois. Je prends la suite, du coup, Marie, tu veux peut-être... Non, c'est moi. Comme tu veux. Je suis habituée à ce qu'on me vole mes mots et à ce qu'on me coupe la parole. Non, c'est un running gag. Ton mot, du coup, non, mais en fait, je vais rebondir du coup sur le débat de Stéphane parce que pour moi, ça c'est important de le dire en préambule. C'est vrai que j'accepte à contre-cœur en fait de venir là ce soir. Et pour moi, pourquoi en fait j'accepte à contre-cœur, c'est que j'estime qu'un critique de cinéma n'a pas à tout critiquer. Il n'est pas spécialiste en tout. Et ça, je veux dire, j'ai entendu, j'ai souffert. Enfin, j'ai pas souffert, mais je me suis suffisamment excité quand j'étais plus jeune à écouter. Les âneries sans nom qui étaient débitées dans des trucs comme le Masque et la Plume sur les vrais films en fait qui appartiennent à ma cinéphilie, qui appartiennent à ma sensibilité, à mon rapport à l'art en général, pour ne pas faire la même chose sur un domaine cinématographique qui ne m'appartient pas. C'est-à-dire que le film de Chloé Zhao, et pour moi c'est important de le dire en préambule, c'est-à-dire que le film de Chloé Zhao appartient à une typologie de film à laquelle je ne m'intéresse pas. Ça fait longtemps que j'ai abandonné ça. J'ai essayé à une époque, hein. J'ai été curieux, j'ai goûté un peu picoré de tout au moment où j'ai forgé ma cinéphilie, on va dire, en tout cas les bases. Et je suis allé de ce côté-là. J'ai vu des Piala, par exemple. J'ai vu, bon, là, c'est un peu plus apprêté que Piala, on va dire, Nomadland, mais on pourrait quand même, sur certains points, en tout cas, le relier à ce cinéma vérité-là de cette période-là. Donc, bref, j'ai essayé, en fait, d'aller là-bas et c'est pas moi. Enfin, ça m'appartient pas, ça m'intéresse pas. Moi, je réponds pas à ça émotionnellement. J'ai jamais répondu à ça. Ça m'intéresse pas du tout. C'est pas comme ça que je vois le truc. Je veux dire, de la même façon que je suis pas, je sais pas, moi, sensible à Soulages, par exemple, en peinture. Bon, bah, je vais pas m'amuser à écrire un traité sur Soulages et j'écrirai pas sur tout, par exemple. Bon. Mais tu es quand même venu nous en parler. Mais oui, parce que Steph, il a insisté et tout, et puis bon, ça fait partie. Non, mais c'est la réalité. Je veux dire, il faut que je le dise aux gens parce que. Pourquoi je dis ça ? Parce que t'as un flingue sur la tempe. Non, parce que ça me semble honnête, en fait, de le dire en préambule, parce que je comprendrais, en fait, qu'on juge mon opinion, du coup, sur le film, comment dire, non avenue et totalement habitable et totalement obtus, en fait. C'est-à-dire que, oui, moi, comment dire, j'écrirais jamais sur un film d'Abdelatif Kechiche. J'en ai vu 3. J'ai vu le truc. Pour moi, c'est de la merde sans nom. Mais en même temps, j'ai pas la sensibilité. Et j'ai même quelque part, je pense, j'ai pas les outils critiques. C'est-à-dire que je lis pas les choses qui pourrait permettre de trucs et tout. Je trouve quand même que c'est de la merde, mais bon, voilà, c'est pas mon truc, quoi. Bon, bref. Donc, tout ça pour dire que... Non, mais on va pas faire ce débat ici, mais en vrai, le truc, ce que tu dis là, c'est comme si tu me disais, en fait, t'as pas les outils pour comprendre le cinéma. Sauf qu'en fait, à un moment donné, si tu les as... Non, mais après, alors... Non, mais parce que si, ça me semble important quand même. Ça appartient à une typologie, encore une fois, de film à laquelle que je n'aime pas. Je veux dire, voilà, c'est comme ça. Donc, tu vas pas demander à quelqu'un qui n'aime pas le western et qui n'est pas sensible au western de parler de western. Ce serait pas très, très intéressant. Et
donc voilà, ça c'est la première chose. Et c'est vrai que du coup, il y a je pense, tout un côté, on va dire, peut-être plus éthéré, contemplatif, poète du film de Chloé Zhao, qui, moi, me laisse un peu de marbre. C'est-à-dire que, oui, j'aime beaucoup quand c'est fait par Terrence Malick, mais en même temps, j'ai quand même suffisamment de cœur, on va dire, pour me rendre compte que là, il y a un truc qui touche au sublime, quoi, dans ce type de film. Là, chez Chloé Zhao, c'est pas le cas. Malgré tout, c'est vrai que j'ai... avec les petits moyens intellectuels qui sont les miens, je pense que j'ai 2 points en fait d'accroche qui moi me gênent en fait dans ce film. Et le premier point, qui est un truc que je retrouve beaucoup dans ces types de films, qui est une défiance envers la fiction. C'est-à-dire que ce sont des films qui ont peur de tout ce qui est, on va dire, trop artificiel, trop dans la fiction, trop construit en fait. C'est-à-dire que là où Stéphane dénonce effectivement, on va dire, une appétence pour un langage cinématographique qui serait réduit à sa portion congrue, et c'est le moins qu'on puisse dire, bah moi je vois surtout une façon de refuser comment dire, d'intervenir dans une espèce de réel. Et de la même façon, alors c'est un truc, c'est marrant qu'on dit souvent sur Mad Max Fury Road ou sur Avatar ou des trucs comme ça, mais là pour le coup je trouve que c'est vraiment le cas, mais je pense que c'est cherché et c'est voulu. Pour le coup je trouve aussi que le scénario tiendrait sur un ticket de métro, quoi. C'est-à-dire que c'est-à-dire que si tu commences à résumer le parcours de Frances McDormand de A à Z, il y a rien, mais ça je pense aussi que c'est quelque chose qui est complètement assumé par la réalisatrice, mais qui, elle, mise sur autre chose. Donc je vois bien qu'elle essaye peut-être d'aucuns me diront qu'elle a réussi, mais il y a ces espèces de percées un peu métaphysiques là, sur le cosmos, ou sur une espèce de gourou qu'elle va retrouver comme ça et tout. Moi, je trouve que c'est de la flûte, hein, voilà. Après, je trouve que ça mène à rien. Je trouve qu'il n'y a pas de propos, en fait, mais je pense que c'est aussi son but de ne pas avoir de propos. C'est là où je me retrouve un peu coincé avec les outils critiques que moi j'ai forgés au fil de ma cinéphilie. Et le deuxième truc, et ça, pour le coup, ça me gêne plus, et je pense que c'est un argument qui est peut-être un peu plus... je veux pas piquer non plus le mot de Marie, mais qui me semble un peu plus aussi, comment dire, objectif peut-être, c'est que, et je reprendrai pour le coup, alors je vais pas reprendre le mot de Marie, mais je vais reprendre une expression que Vincent Guignebert, qui est pour moi un excellent critique et un néanmoins ami, avait sorti dans une critique dans Impact, qui est on est au zoo. Et ça, moi, c'est un truc qui me gêne énormément. C'est-à-dire que t'as d'un côté cette défiance pour la fiction, qui est aussi permise parce que en fait tu entoures Frances McDormand d'acteurs non professionnels et de situations en fait où tu laisses le hasard interagir. C'est-à-dire que tu as cette caméra un peu flottante, tu sens qu'il n'y a pas de marque au sol, tu sens que ça c'est entrecoupé avec des espèces de plans séquences au stead comme ça, et que la lumière, qui est plutôt jolie d'ailleurs, mais elle est énormément travaillée en étalo numérique. C'est-à-dire que ça aurait été rigolo de voir un film comme Nomadland à l'époque de la pellicule, tu aurais eu un truc avec un grain énorme et une image un petit peu dégueulasse. Là, forcément, avec le numérique, tu as beaucoup plus de latitude, mais très bien, elle peut se le permettre qu'elle le fasse. Mais donc voilà, et en même temps, j'ai pas pu m'empêcher de me dire 2 choses. La première, c'est que c'est un film qui s'adresse absolument pas aux personnes qui sont filmées, qui sont impliquées dans le film. Et ça, moi, je le mettrai en porte-à-faux avec un autre film qui est pour le coup un documentaire, mais qui est le film de Ruffin, Jeux du soleil. On pense qu'on veut du film de Ruffin, on pense qu'on veut de Ruffin, on pense ce qu'on veut de l'opportunisme de Ruffin, de son côté, comment dire... politique, quoi, homme politique. Mais moi, je trouve que dans Jeux du soleil, je pense que les gens qui ont été filmés dans Jeux du soleil, ils ont envie de voir un film comme Jeux du soleil. Et je vais donner un point de comparaison, il me semble assez valide, entre Nomadland et Jeux du soleil. C'est que dans Jeux du soleil et dans Nomadland, à un moment, tu as eu l'intrusion de la musique, qui est complètement absente du reste du métrage, comme point d'ancrage pour ramener de l'harmonie dans un univers en chaos, quoi. Ce qui est, bon, c'est une lapalissade, c'est un système narratif qui a été extrêmement utilisé dans l'histoire du cinéma, mais ce qui est intéressant, c'est ce qui a été choisi dans Nomadland et ce qui a été choisi dans Jeux du soleil, en fait, là-dessus. Et moi, je n'y crois pas, en fait, à cette séquence de musique, notamment, enfin, je parle surtout de la musique de la scène du piano, quoi. Je veux pas trop spoiler, peut-être, pour les gens que ça intéresserait, mais moi, j'y crois pas une seconde. C'est-à-dire, ou en tout cas, je me dis, mais ils écoutent pas ça, eux. Ils écoutent de la country, ils écoutent des trucs un peu que nous, urbains, on va juger comme des trucs un peu de beauf, quoi.
Mais j'aurais aimé qu'ils soient comme ça. J'aurais aimé voir des gens et me dire, oui, ils sont comme ça. C'est comme ça qu'ils fonctionnent, quoi. Et en fait, je pense aussi que, et c'est pour ça que je dis tout le côté emprunté, je pense qu'il y a un autre truc, c'est que toutes les affaîtries un peu visuelles et le côté... alors, c'est marrant parce que moi, je pensais que Steph allait parler de ça quand il parlait de smartphone. C'est qu'il y a comme un filtre de beauté, en fait, sur le film. Alors, moi, j'ai aucun souci à rendre, au contraire, hein, le côté, le quotidien, en fait, beau. Simplement, je trouve qu'il y a une contradiction quand tu es en train de dénoncer les conditions de vie de certaines personnes, que tu rends tout ça beau. Moi, j'ai l'impression, en fait, qu'on adoucit, qu'on ajoute, en fait, du sucre sur une certaine réalité pour que, justement, ça plaise à la frange de la population bourgeoise. Je suis désolé, j'ai semblé pour un gros gaucho à la con, mais tant pis. Mais il y a la frange de population bourgeoise qui va justement donner les prix à un film comme ça. Parce que c'est pas les gens qu'elle filme qui vont lui donner les prix, qui vont lui donner le Lion d'Or, qui vont lui donner l'Oscar, on le sait, quoi. Et c'est pas eux qui vont avoir pignon sur eux pour le défendre dans le truc critique et tout. Et pour moi, encore une fois, c'est du coup pour ça, en fait, qu'on est dans le zoo. C'est-à-dire que il y a une vampirisation, en fait, de ce réel-là et de ces gens qui vivent ça et qui sont dans cet univers-là au profit de gens qui ne sont pas dans cet univers-là, qui ne vivent pas cet univers-là, qui n'iront pas là-dedans. Et je pense que, excepté évidemment les gens qui figurent dans le film, parce qu'ils vont être contents de se voir au Cinoche et tout, ça arrive à tout le monde, quoi, tu vois, tu fais un film de vacances tout pourri, tout le monde est content de le voir. Mais en dehors de ces gens-là, je pense que ça les intéresse pas. Ça les intéresse pas. J'en sais rien, moi, mais à mon avis, ils se reconnaissent pas là-dedans. Je vois pas comment ils pourraient se reconnaître. Et je pense que c'est pas en faisant, et c'est là où, en fait, où je retombe sur mon mot juste à la fin de ma longue intervention, je vous demande pardon pour ça, mais c'est là où je pense, en fait, que le truc où France McDormand, elle fait pipi, elle fait caca, elle a une grosse chiasse, et puis elle se baigne toute nue, full frontal, attention. Full frontal, filmé, mais voilà, mais un petit peu machin, avec l'eau et tout, mais voilà, c'est donc, pour ça aussi que moi, j'ai vu ça aussi comme des affaîtries, c'est-à-dire comme des trucs où Chloé Zhao se dit hey, t'as vu, j'y vais fort, hein. On la voit qui chie un truc monstrueux là, et ça doit puer l'enfer, et on la voit qui fait pipi, sauf que quand elle fait pipi, en fait, c'est une belle lumière, c'est tout lisse. C'est super loin, tu vois rien. Et puis c'est super loin. Bah, après, quand t'as fait caca, non, tu le vois. C'est très près. Plus. Mais voilà. Donc, ouais, moi, j'appelle pas ça une chiasse. Hein. Personnellement. Je sais pas si on va se lancer dans ce débat. Voilà, c'était mon intervention. Ah si, quand même, putain. Alors, un élément qui est intéressant à noter par rapport à ce que tu dis et au réalisme, ça serait intéressant de savoir si on a des retours justement des nomades réels qui auraient pu voir le film et qui n'en font pas partie. Il faut savoir que le film, donc, on l'a dit, est tiré du livre de Jessica Bruder, qui est une enquête journalistique. C'est pas un roman, hein. Elle a suivi, elle a vécu aux côtés de nomades américains pendant plusieurs années. Oui. Alors après, moi, il y a un autre truc aussi, c'est que moi, j'ai un problème avec ce qu'on appelle... C'est marrant, je suis en pleine lecture du Kong là, et en fait j'ai aussi un truc avec le rapport au réel aussi dans les œuvres d'art. Je suis désolé Marie, il faut qu'on me laisse parler Marie aussi au bout d'un moment. Mais le truc c'est que je pense que au bout d'un moment, pour retranscrire et représenter le réel, c'est pas forcément en fait le documentaire et la captation en fait, on va dire, d'un réel comme ça qui sera la plus fidèle et la plus objective. J'y crois pas moi ça quoi en fait. Moi je crois au mythe. Hein. Je crois au fait que tu travailles au corps en fait ce qui est en train de se passer pour essayer de trouver la substantifique moelle quoi en fait je cite Rabelais tout ça et tout c'est pour me cacher en fait derrière ma critique imbitable du film mais en fait voilà pour essayer de choper en fait le truc quoi. Mais bon après encore une fois je reviens à ce que je disais au début aussi, c'est-à-dire que moi, je suis quand même assez mal à l'aise en fait quand je dois faire un truc comme ça. J'accepte pas de pige moi sur ces trucs. Même j'ai cité Terrence Malick au début, j'ai jamais accepté de pige moi sur Terrence Malick. Et encore une fois, j'aime beaucoup son cinéma, mais c'est pas mon truc quoi. Voilà. Mais si vous voulez que je vous parle de Freddy Krueger, je suis votre homme. Mais merci malgré tout de nous partager ton avis. C'est quand même bien d'avoir réussi à caser Freddy Krueger dans ce podcast. Je suis admirative. Mais merci, je suis ravie. Du coup, Marie, la parole est à toi. Tu peux prendre tout ton temps. Ouais. Non, mais alors, ce que tu disais, je rebondis sur ce que tu disais, Julien, que toi, t'es pas forcément le public et le critique pour ce film-là. Moi, j'avais beaucoup aimé son film précédent. J'ai pas vu son premier, mais j'avais beaucoup aimé The Rider, qui est
Donc un film où la plupart des acteurs sont pas des acteurs professionnels. En fait, c'est une vraie famille qu'on suit. C'est l'histoire d'un mec qui est plus ou moins un cow-boy. Il fait du rodéo, il est dresseur de chevaux. Et suite à une chute, il est plus censé pouvoir en faire parce qu'il a des séquelles et qu'une autre chute lui serait fatale et tout ça. Et donc on suit ce mec-là. Et c'est un peu le même genre de film, très contemplatif. On a beaucoup de scènes d'extérieur où il y a ce mec-là avec ses chevaux. Il y a encore des couchers de soleil, des levées de soleil, des très beaux paysages et tout. Mais je trouvais qu'il y avait moi, ce film m'avait vachement ému et j'avais trouvé ça, c'est peut-être pas mon film préféré, mais j'avais passé un très bon moment devant ce film-là et j'étais assez impatiente de voir Nomadland, surtout que Nomadland, ça fait, il aurait dû sortir il y a longtemps, donc on en a beaucoup parlé pendant les confinements, la fermeture des cinémas, il y a eu le buzz des Oscars, donc en fait c'est un film qui arrive. Moi j'aime pas trop voir les films comme ça quand ils sont précédés de un an de discussion et de hype et puis la réputation des Oscars, de machin. Moi c'est des films, j'aime bien les découvrir en sachant le moins possible. Et là, donc, c'est absolument l'inverse qui se produit. Et du coup, je pensais aimer ce film et j'ai quand même préféré un petit peu. Je pense que c'est moi qui ai préféré le film parmi vous, mais c'est pas très difficile. Mais voilà, il y a des moments. Comme tu disais, là, des moments du quotidien, il y a des petits moments que je trouve sympas, ces moments où on troque, je sais pas, un cadre contre un ouvre-bouteille ou une chaise de camping qui devient le plus beau cadeau du monde. Il y a des petits moments comme ça qui sont sympas. On voit que c'est des personnages qui ont tous plus ou moins une trajectoire un peu compliquée, avec un deuil, avec des personnes ils ont perdu des proches, eux-mêmes sont malades. Et je pense que cette lenteur du film, il y a quand même un rythme un petit peu mécanique qui se met en place et qui, moi, m'a quand même sorti du film assez vite, parce que c'est toujours des rencontres, des personnages qu'on voit, qu'on revoit, certains on les revoit pas, mais il y a quand même un truc un peu cyclique, un peu mécanique qui te sort un peu du film, parce que c'est pas très très intéressant, parce qu'il se passe pas grand chose, mais j'imagine que ça illustre un peu comment se passe cette vie-là. Donc c'est peut-être une tranche de vie où tu vis avec ces gens-là. Et c'est pour ça que je disais le mot striptease, en fait, c'est un peu ce truc où il n'y a pas de commentaires, mais il y a littéralement aucun commentaire, quoi. Comme tu disais, Stéphane, il n'y a pas de commentaires sur Amazon, on la voit faire des boulots quand même hyper physiques, ou je sais pas, elle est avec sa pelle, enfin c'est quand même une personne qui a 55-60 ans, ou peut-être plus, je sais pas quel âge elle a exactement, mais on se dit, il pourrait y avoir une scène où le soir elle rentre dans son van et juste elle a mal, elle est crevée, et tout ça on le voit pas. Et c'est ce que tu disais, Julien, sur le fait qu'on embellit vachement le quotidien. C'est que moi j'attendais un moment où juste elle pète un câble, parce que j'imagine que passer sa journée à pelleter de la terre, ou je sais même pas exactement ce qu'elle fait, c'est hyper fatigant pour une personne, surtout quand t'as pas des conditions de vie qui sont très confortables, parce qu'il y a aussi toutes ces scènes qui sont un peu répétitives aussi, toutes ces scènes où ils admirent les uns les autres, les intérieurs de ah ouais, chez toi c'est vachement bien aménagé, ou alors on invite un camping-car flambant neuf qui est magnifique et tout. On voit que c'est des gens qui ont pas de confort, et en fait c'est jamais vraiment un problème, et je trouve que ça idéalise un peu cette vie. Et du coup c'est là que pour moi ça se différencie de striptease, que moi j'aime beaucoup striptease, mais c'est un truc où moi je me sentais un peu comme devant un épisode où on voit des gens, c'est un peu le zoo comme tu disais, et on sait jamais quand ça va s'arrêter, parce qu'en fait moi le truc que je trouve très frustrant chez striptease, c'est que ça s'arrête à un moment où t'es à fond dans l'histoire des gens et que tu veux en voir plus. Et là en fait c'est un peu l'inverse, c'est que ça continue alors que tu dis bah ouais, mais là tout ce que je vois, il y a rien de plus intéressant. En fait ça aurait pu commencer un an avant, ça aurait pu s'arrêter un an après. J'ai pas vraiment de fil conducteur, et le film s'arrête un peu comme il a... C'est ce qu'elle cherche en fait. Ouais, non, c'est ça qui m'étonne en fait dans ce que tu reproches, c'est que moi je pense qu'elle veut ça. Non, ouais, je pense qu'elle le veut, mais c'est pas ce que, enfin moi c'est pas ce que j'attendais. Alors c'est peut-être mon problème, mais c'est pas ce que j'avais trouvé sur son film précédent, où il y avait quand même un peu une évolution de personnage, où il y avait des liens entre les personnages un peu forts. Et là j'ai l'impression qu'on reste vachement en surface, où on se croise, mais il y a des quelques discussions, mais qui sont un peu en plus surappuyées. Il y a aussi cette musique, moi, qui m'a un peu gênée, surappuyée au piano et un peu sirupeuse, qui souligne vachement des trucs. Et tu dis, ouais, l'émotion, on peut la trouver ailleurs que dans un dialogue surappuyé sur mon mari est mort ou mon fils s'est suicidé, et je te mets un gros piano derrière, quoi. Et puis avoir pris du Ludovico Einaudi, qui est... c'est facile entre guillemets comme choix pour susciter de l'émotion. Mais je pense aussi le problème, c'est que le film il a pas de thématique en fait, c'est-à-dire que justement le truc c'est qu'au bout d'un moment quand tu traites un truc comme ça, tu te dis ok, si elle accepte cette vie de nomade, en fait il faut que toi en tant que spectateur t'aies au moins le sentiment qu'il y a un sentiment de liberté grisant, quelque chose en fait par rapport à tout le reste, et en fait tu le sens pas. Tu sens pas cette thématique-là, tu sens pas la thématique du deuil, en fait c'est posé, c'est dit. Mais en fait, le truc, c'est que effectivement, il pourrait y avoir 15 autres scènes différentes en fait, pour arriver jusqu'au moment où on parle du deuil, effectivement, où elle se retrouve à parler de ça parce qu'il y a un mec en face qui lui dit bah, mon fils s'est tué, je comprends ce que tu vis, quoi. Et le truc, c'est que
Elle pouvait arriver au début, cette scène, elle pouvait arriver à la fin, elle pouvait arriver n'importe quand, en fait, ça serait la même chose, quoi. Donc c'est là où en fait, le problème, c'est que t'es laissé, littéralement, ouais, c'est ça, sur le côté de la route, parce que, en fait, en gros, t'es pas du tout... une fois qu'elle a rencontré ces gens-là, t'es pas particulièrement attaché à eux en soi, t'es pas... tu vois, alors, encore une fois, il y a ce truc où elle dit oui, mais tu les retrouveras un jour ou l'autre, j'en suis persuadé, tu vois. Bah, mets-le en scène, ça, je sais pas, fais quelque chose construit autour de ça pour qu'en fait on comprenne ce que ça veut dire, puisque c'est ton rôle en fait, en tant que narrateur, de raconter ça, quoi. Et c'est là où pour moi en fait il y a un vrai... Et c'est pour ça que pour moi je suis pas d'accord avec Julien sur le fait qu'on puisse pas critiquer ce genre de film, parce qu'il y a, même si c'est ce qu'elle veut, le problème, ça veut pas forcément dire, en fait, si tu veux, que, en gros, c'est une bonne manière de faire du cinéma automatiquement. J'ai jamais dit qu'on pouvait critiquer ce genre de film, qu'on pouvait pas critiquer. Ouais. J'ai jamais dit ça. Surtout après tes 20 minutes, là, dans Solo. Non, mais moi, j'essaie de trouver un truc à dire, quoi. C'est juste pour relativiser mon opinion. C'est une blague. Julien, calme-toi. Non, mais ça m'énerve. Voilà. Donc voilà, mais bon, bref. Il y a plus de passion et de conflit dans ce podcast. C'est clair. Mais c'est là où je rejoins Marie, justement, dans ce qu'elle dit, c'est qu'à mon avis, le problème, c'est qu'en fait, tu peux pas être impliqué, en fait, au bout d'un moment où tu comprends pas ce que le film, même ne serait-ce qu'en thématique, veut te raconter. Si quelqu'un sort et me dit, c'est un beau film sur la liberté, je lui demanderai quand. Dis-moi. Juste que je comprenne, en fait. Il y a un petit truc, moi, auquel j'ai... Alors, c'est marrant, en plus, ça va encore faire référence à nos discussions en antenne, mais il y a un truc aussi qui me... Quand même, malgré tout, c'est qu'il y a un écho... Mais c'est que ça, en fait, le film. Hein. C'est que des petits échos et tout. Alors, les critiques de bon goût, on va dire, ils vont te dire, ah ouais, non, mais tu comprends, elle est dans le non-dit et dans le machin et tout. Bon bah ouais, moi je suis un bourrin, excusez-moi. Et mais il y a un truc quand même qui est un peu là en filigrane. Voilà, ça c'est un beau mot de critique. Et qui est l'écho avec les pionniers américains en fait. Auquel, enfin moi je sais pas ce que vous en avez pensé, mais tu y penses quoi, forcément. C'est-à-dire que tu te dis, et d'ailleurs le titre, hein, je pense, renvoie à ça quoi. Te dis bon bah voilà, en fait ils reviennent en fait aux sources et aux racines en fait du truc. Ils reviennent aussi aux racines en fait de ce qu'est cette terre, enfin ce continent et ce pays. Mais alors même là en fait, à un moment je me suis dit bon bah il y a un truc là peut-être. Je me dis j'ai un point d'accroche et tout pour raconter le truc et j'ai rien trouvé en fait là-dessus non plus. C'est-à-dire que d'une part il y a deux choses, c'est que je trouve que d'une part il y a pas de travail en fait sur le pays en fait. C'est-à-dire que moi j'ai eu quand même l'impression très désagréable d'avoir une succession de cartes postales et de pas avoir vraiment finalement d'un pays qui vit avec ses problématiques, avec ses... Tu vois, c'est marrant, mais dans Adieu les cons, qui est un film qui a beaucoup, beaucoup de problèmes, un film de Dupontel, mais par contre, t'es dans une ville qui vit et qui vit aujourd'hui. Tu sens qu'il y a des problématiques que tu peux retrouver, toi, aujourd'hui. Là, j'ai l'impression que c'était... On traverse des paysages. C'est ça, c'est-à-dire que t'es trucs super beaux et tout, quoi, tout le temps. Et tu te dis, mais c'est pas ça, en fait. Il y a une vraie problématique d'espace, en fait, aux États-Unis. C'est-à-dire, et pourtant, enfin, en plus, on parle de Frances McDormand. Donc, au début, par exemple, moi, j'ai des échos de Fargo qui reviennent et tout. Et tu te dis, mais c'est où, ça, en fait ? Il est où vraiment le vrai Big Sky, le truc sans point de repère, ce qu'on appelle le non-lieu, quoi. Tu vois, c'est où ça en fait, ce désert et tout. Et puis il y a un autre truc du coup aussi qui moi j'aurais bien aimé peut-être avoir un écho là-dessus, qui est finalement sur les Indiens en fait, sur un truc là-dessus en fait, sur retrouver aussi ce... Peut-être qu'il y avait un truc à jouer là-dedans. Moi, bizarrement, je dis ça aussi parce qu'on parle de western en fait, en parlant du film et tout. Mais justement, qu'on joue cette carte-là, je trouve ça fait partie d'un... Tout ça fait partie de la même idée. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il n'y a pas d'Indiens que je suis pas content en voyant le film, mais je trouve qu'il y a une espèce de rendez-vous manqué aussi là-dedans, quoi. Un truc comme le film a appelé, il me semble, une espèce de commentaire qu'il n'y a pas. Allez voir Calamity, c'est vachement plus intéressant là-dessus. Le dessin animé, c'est vraiment plus intéressant justement sur le rapport à l'espace, au paysage, à la conquête de l'appel de l'ailleurs et tout ça, quoi. Voilà. Mais sur ce que tu dis aussi, il y a le côté ville fantôme, là, donc elle parle de la ville qui s'appelle Empire, qui a littéralement perdu son code postal, parce que l'usine de je sais plus quoi a fermé et que voilà, tout le monde est parti. Et moi, en fait, ça m'a fait penser aussi sur ce que tu dis un peu sur les mythes de l'Amérique et tout. Il y a ce côté, les villes fantômes qu'on visite aujourd'hui. Ouais, en fait, moi, ça m'a fait penser aux villes de genre Bodie, les villes comme ça qui sont en Californie, qui étaient des villes dans les années, la deuxième moitié du 19e siècle, qui étaient des villes hyper florissantes et qui ont eu plusieurs la population plusieurs vagues où la population s'est éloignée puisque les mines d'or se sont taries et aujourd'hui on les visite
comme des attractions touristiques en fait, et quand on rentre on voit qu'il y a encore, alors c'est un peu un décor qui est mis, mais il y a encore des choses qui sont posées sur les tables, il y a encore des lits, des trucs, et elle, quand elle revient à la fin dans sa maison, ça m'a fait penser à ça en fait, mais c'est pareil, il n'y a pas de commentaires non plus dessus, c'est jamais vraiment exploité. Puis il y a cette fin du coup, donc elle revient dans cette maison, puis elle ouvre la porte et elle s'en va dans le lointain, mais c'est toujours pareil, c'est des choses qui sont pas exploitées, et en fait je me dis on effleure plein de choses, mais ça reste vachement superficiel, autant dans ça que dans les relations entre les personnages. Et du coup moi j'avais pas grand chose pour me raccrocher en fait dans ce film, et j'étais un peu déçue parce que je voulais vraiment l'aimer. T'as trouvé que c'était de la merde, mais t'oses pas trop le dire en fait? Non, non mais vas-y, crache le morceau. Moi je ne parle pas comme ça. Mais en vrai j'étais déçue parce que c'était un film que j'avais envie d'aimer, et pendant tout le film je cherchais des trucs. Donc ces autres films sont pas comme ça quoi? C'est ce que j'ai vu que le précédent que j'avais bien aimé, et du coup je me dis mais en fait comment on peut passer de The Rider à celui-là et passer après chez Marvel, je sais. Par contre c'est un gap que c'est vraiment ma question, je comprends pas quoi. C'est intéressant que tu parles d'Empire parce que c'est cette ville américaine, c'est ce qu'on appelle une company town, c'est une ville fermée. Alors il n'y a pas vraiment de mot pour le traduire en français, on pourrait dire peut-être cité ouvrière, mais c'est pas exactement ça. C'est une ville qui appartenait à l'entreprise qui était implantée là-bas. Et donc les maisons qui étaient construites, les commerces, tout ça appartenait à cette société. Et quand elle a fait faillite suite à la crise de 2008, voilà, c'est une ville complète de fonction. Et à partir du moment où la ville a fait faillite, entre 2011 et 2016, la ville a été complètement fermée, elle n'avait plus de code postal, il n'y avait plus personne qui habitait dedans. Comme tu dis, c'était une ville fantôme. Depuis 2016, elle se repeuple un peu, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais c'est vrai que là, ça aurait pu être l'occasion de, effectivement, dénoncer un certain nombre de choses. Mais en fait, ils en parlent. C'est-à-dire que l'ombre de la crise de 2008, elle est là. C'est mais effleuré. En fait, ils t'en parlent, sauf qu'en fait, il n'y a pas de conséquences. Et tout le truc, c'est que pour moi, du coup, en regardant ce film-là... La conséquence, c'est quand même qu'elle vit dans un van et que... Je parle dans le film. C'est-à-dire que, en fait, le truc, c'est que cette conséquence-là, elle l'accepte. En fait, ce que j'entends par là, si tu veux, c'est que, en gros, t'as pas de critique. C'est ça que j'entends par rapport à ça. Et le truc, c'est qu'au final, pour moi, quand j'ai fini le film... Je me suis dit, c'est plutôt de bon augure pour Eternals, c'est pas étonnant qu'elle aille chez Marvel, en fait. C'est quelque part, en fait, c'est exactement ce que moi je pourrais reprocher à Marvel, c'est-à-dire, en fait, de dire, oui, je traite ça, je le traite. Mais bon, je te fais 15 autres trucs à côté pour te noyer le poisson, comme ça, hop, tu vois. Et c'est un peu le même truc, finalement, c'est là, donc en fait, t'as des gens qui vont effectivement l'attraper et se dire, ça parle de ça, tu vois. Et tu leur dis, oui, ça parle, effectivement, ils en parlent. Ça se passe effectivement en 2011, 2012, après le 2008. Ils parlent de 2008. Il y a même un moment donné où elle les critique. Elle leur dit, ouais, mais comment est-ce que vous pouvez profiter de blablabla, etc., etc., tu vois. Mais là, d'un seul coup, c'est là où sa sœur vient lui parler des pionniers, mais t'as l'impression qu'en fait, elle lui parle de ça juste pour se rabibocher avec elle. Enfin, tu vois. Donc, du coup, tu sais même pas si elle le pense vraiment, sa sœur, ou si c'est pas un truc, voilà. Donc, il y a tout un tas de trucs comme ça où tu sais pas vraiment où le film veut aller. Donc moi, ça me semble pas incohérent qu'elle parte chez Marvel, en fait. C'est de bon augure. Moi, j'attends Eternals maintenant. Bon, pour conclure ce film, est-ce qu'on va le voir ou pas ? Marie, vas-y, c'est toi qui commence. moi, oui, j'engage les gens à aller le voir parce que je pense que ça va plaire à des personnes. Peut-être pas à nous, mais ça plaira à des gens. Moi, je ne sais pas. T'as vu ? J'ai le courage de dire je ne sais pas. Une prise de position forte, courageuse. Exactement. Ouais, moi, je dirais juste que, effectivement, Enfin, moi, le film m'intéressait aussi parce qu'elle fait un Marvel plus tard. C'est ça le truc. C'est-à-dire, après, pour le coup, sans mauvaise foi. Hein. C'était, je me disais, on te vend ça comme une grande, comme une grande réalisatrice. Donc, bah, ok, admettons, tu vois, je veux bien voir ce que ça donne en dehors de chez Marvel, parce que pour le coup, s'il y a un endroit où je pense qu'elle va se faire phagocyter, c'est Marvel. Donc, en fait, je me disais, si avant, elle a un Oscar de la meilleure réalisatrice et tout, faut voir. Ouais, mais tu sais, en fait, mais ça, elle l'a eu bien après. Il est terminé, Eternals, hein, depuis un moment déjà. Et puis, en fait, c'est comme, tu vois, Taika Waititi. Moi, je suis emmerdé parce qu'en fait, j'ai commencé Taika Waititi avec Thor Ragnarok. Donc, pour moi, c'est un pignouf, le mec, tu vois. Mais apparemment, il avait plein de super films. Mais pour tout ce qu'il a fait avant, c'est bien. Voilà. C'est trop bien, c'est clair. Et j'ai exactement le même problème avec Nicolas Winding Refn, sauf que là, je m'en suis tapé plein derrière. Mais tout le monde m'a dit, Pusher, c'est magnifique, c'est magnifique. Et puis, moi, j'ai commencé avec Bronson et Valhalla Rising. Et je fais, mais c'est pas possible, les gars. J'ai envie de me casser en courant, quoi. C'est pas Marvel, mais ça m'étonnerait pas qu'il finisse là-dedans, lui aussi, à un moment donné, quoi. Enfin, en tout cas, si vous voulez vous faire votre truc, c'est gratos. Complètement. Mais ça, c'est parce qu'il le vaut bien, c'est tout. Si vous voulez vous faire votre propre avis, vous pouvez dès à présent voir Nomadland en salle. Il est sorti ce mercredi 9 juin. Et vous en pensez quoi ? Vous avez adoré ? Vous avez détesté ? Dites-nous tout sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal sur Messenger et on le diffusera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on vous parlait de Nobody, un film d'Ilya Naishuller avec Bob Odenkirk qui casse des tronches sans faire dans la dentelle. Alors, Alain, est-ce que ce film à l'esprit très John Wickien a inspiré nos auditeurs ?
Salut tout le monde. Bon, très très mouvementé ce Capture Mag sur Nobody du coup. Moi je suis d'accord avec l'idée majoritaire, très très déçu. Je suis pas d'accord avec Yannick sur le fait que le scénario de John Wick, en tout cas le début, est vachement mieux branlé que Nobody parce que il y a vraiment cette anticipation de la tempête qui est prête à éclater. Et Nobody il a même pas ça, c'est-à-dire que la frustration je la ressens pas. Et l'éclatement dans le bus, tu le ressens pas parce que même lui, il a l'air d'être vachement hésitant. Les scènes d'action sont pas fun, quoi. Elles vont pas au bout. Vraiment, pétard mouillé, quoi, pour moi. Je trouve que le film Nobody est un film très excellent, un film d'action très excellent. Même les scènes de combat, c'est fait à la John Wick, mais bon, un peu moins explosif. Mais ça, c'est un film d'action jouissif et vraiment excellent. Bonjour l'équipe Capture, c'est Audric. Alors ce film Nobody, je suis plutôt de l'avis d'Yannick. Moi je l'ai trouvé assez rafraîchissant, fun en tout cas. C'est sûr qu'on le regarde pas pour son scénario, qui tient sur un ticket de métro, mais plus pour les scènes de baston et pour suivre l'évolution ou peut-être la non-évolution de ce personnage en fin de compte. Je m'attendais pas à grand chose, mais je me suis quand même plutôt marré. J'ai juste trouvé dommage que la première scène de bagarre dans le bus soit assez violente, avec des os qui pètent et des dents qui volent, alors que les scènes suivantes, c'est surtout du gunfight. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus physique. Mais voilà, j'ai passé un bon moment. Seul temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Julien, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour cet épisode. Merci à toi. De rien. Merci Claire. Pour ne pas rater les prochaines émissions, pensez à vous abonner. Si vous nous écoutez pour la première fois, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent et tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses. On continue à grandir grâce à vous et on vous prépare quelques belles surprises. Si vous découvrez l'émission et que vous avez aimé, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Et puis il y a d'autres façons de nous soutenir. Relayez-nous sur vos réseaux sociaux préférés, parlez de nous à vos amis, mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast et abonnez-vous à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine. En attendant, portez-vous bien et à mercredi prochain. Restez pas là,